Bienvenue sur Data Driven 101. Je suis Marc Sanselme, votre partenaire privilégié dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la data science. Réservez un appel d'une demi-heure avec moi pour cadrer et donner de l'élan à vos projets IA. Rendez-vous sur datadriven101.tech pour plus d'informations. On a regardé pourquoi ça marchait pas, pourquoi on savait pas faire. Et donc on a pris la décision de se recentrer sur certains types de produits qui n'étaient pas plus faciles, mais dans lesquels on avait plus d'expertise pour pouvoir lancer. Aussi, on regarde pas mal les indicateurs de nos startups, des fois à la semaine, et on essaye de voir s'il y a des alertes, notamment sur certains indicateurs entre le nombre de tech versus le nombre de sales, leur burn, etc., pour pouvoir les aider et leur donner un peu des benchmarks de comment prendre mieux certaines décisions, ou du moins en prendre certaines. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Quentin Dubois, CTO d'OSS Venture. Après 10 ans chez L'Oréal et 7 ans dans le monde des startups, Quentin est CTO d'OSS Venture, qui est un startup studio spécialisé dans le manufacturing. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors Quentin, est-ce que tu peux nous parler d'OSS Venture ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Il y a deux façons de le présenter. La première, c'est de dire c'est une start-up qui crée des start-up. La deuxième, qui est un peu plus compréhensible, c'est qu'on a un fonds d'investissement très opérationnel qui permet la création d'entreprises from scratch. Donc on est spécialisé dans ce qu'on appelle le 0 to 1. Donc à partir d'idées qu'on a dans le manufacturing, ou enfin dans les usines, on s'est rendu compte que c'était un milieu encore très peu digitalisé. Vous allez avoir des machines très chères, souvent qui valent plusieurs millions d'euros, qui seront encore pilotées par Excel ou du papier, voire Outlook. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un grand enjeu de digitalisation, que c'était une des dernières verticales à pas être digitalisée. Pourquoi ? Parce que généralement c'est un monde assez compliqué à rentrer. Pour pouvoir parler à un industriel, ça peut prendre du temps. Nous on a craqué un peu ce modèle puisque c'était des gens qu'on connaissait très bien. Et on a voulu apporter des gens de la tech dans le monde du manufacturing. Donc aujourd'hui, on a créé une quinzaine d'entreprises, on a investi dans quelques-unes. On a investi dans des boîtes qu'on aurait pu créer avec des équipes extraordinaires. Et donc voilà, aujourd'hui, on crée à peu près 4 à 5 entreprises par an dans le manufacturing. On fait souvent des SaaS B2B très verticalisés. Tu nous as parlé de ce besoin de digitalisation qui implique la disponibilité de la data dans un second temps. Chez vous, la data, comment vous le gérez ? Quelle est votre approche ? Pareil, deux dimensions. On va parler de la dimension au niveau du Venture Studio. On a itéré plusieurs fois sur notre Data Lake, où on récupère énormément de données sur les entreprises qu'on a créées, qui nous permettent de les aider à les piloter. Et surtout, nous, pour pouvoir piloter notre portfolio de manière très précise, comme un fonds d'investissement sur nos participations. Et la deuxième chose, je dirais que toutes les startups qu'on crée sont des startups qui permettent de mieux gérer la data. Soit en créant la data qui n'existait pas ou qui était mal gérée, soit en retravaillant un process qui marchotait un petit peu et piloté par 4-5 Excel et maintenant qu'à l'intérieur d'un outil. Par exemple, j'ai l'impression qu'il y a un exemple derrière. Oui, bien sûr, quasiment, je peux t'en sortir 15, mais je vais me focaliser sur deux. Le premier, c'est une boîte qui s'appelle Fabric qu'on a lancée et ils se sont rendus compte que le matin, en fait, tous les opérateurs avec leurs managers se rencontraient autour d'un tableau blanc. Il y avait des données qui étaient échangées dans l'ordre de la méthodologie Lean, Process Lean. Vous devez échanger des données pour savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Mais c'était souvent stocké sur ce tableau blanc et après, les datas vivaient nulle part. Donc la première itération de Fabric, c'est un outil de ticketing très simple, spécialisé dans le manufacturing. Et à partir de là, ils ont rajouté des cas d'usage, ils ont permis aujourd'hui à, je ne sais pas combien, mais beaucoup d'usines dans le monde à mieux s'organiser sur ce process Lean. Deuxième entreprise auquel j'ai beaucoup participé, qui s'appelle Mercatim, qui est une entreprise qui s'est rendue compte que la gestion des compétences des opérateurs sur ligne était extrêmement importante et souvent mal gérée, dans un Excel qui était un peu toujours le même. Et ils se sont dit, si on faisait un outil qui permette de récolter et de donner envie de récolter de la data, parce que je pense que c'est un enjeu très important. Et si après on l'a mixé avec les datas d'absence, les données d'absence et les données de qui savait faire quoi sur quel poste, on pouvait automatiquement, j'aime bien ce mot-là, créer ou proposer un planning à des managers qui, au lieu d'y passer plusieurs heures, pouvaient le faire de manière quasiment automatique. On a parlé aussi d'une société qu'on a lancée, alors là, un peu à part dans la medtech, qui permet aujourd'hui à des soignants en remote de pouvoir gérer de manière efficace et sécurisée les données médicales de leurs collaborateurs. Cette boîte s'appelle MySea. Alors, est-ce que vous êtes organisé chez OSS Venture pour, on va dire, gérer la data, le conseil sur les questions data ? Comment ça se passe ? C'est une responsabilité partagée.
mais qui est poussé par notre CEO, Renan. Et pour nous, c'est très important de récolter de la data. Ça nous permet de savoir ce qui se passe et de créer ce qu'on appelle des process répétables. Parce que l'idée, quand on crée une start-up, il faut que la start-up d'après soit meilleure que la start-up d'avant. Et le seul moyen de le savoir, c'est est-ce qu'on a bien créé la start-up d'avant et qu'est-ce qui n'a pas marché dans la start-up d'avant. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose de significatif pour une de nos start-up ou une start-up de notre portfolio, on le met dans notre data lake et ça nous permet de dire un peu où est-ce qu'on passe notre temps, avec qui. Et ça nous permet de prendre des décisions sur comment on doit optimiser la gestion des ressources. Voilà, mais c'est vraiment une responsabilité partagée. Il n'y a pas une personne qui dit « vous devez absolument faire ça ». On dit en tant qu'entreprise, on met ça en place et on le fait ensemble. On le teste pendant quelques semaines. Si ça ne va pas, on le change. Si ça va, on le met dans nos routines. Ok, alors pour rentrer dans le détail, peut-être on pourrait commencer par la journée d'un CTO, d'un startup studio. À quoi ça ressemble ? Alors c'est très très varié. Ça va du micro au macro, du stratégique à l'opérationnel. Mon rôle, c'est d'aider des CTO qui ont 10 personnes dans leur équipe ou qui en ont 0. Ceux qu'on en 0, c'est faire avec, c'est-à-dire comment on les aide avec mon équipe à créer de rien une idée qu'on avait sur le papier. Donc ça passe par leur donner une stack technique de base qui leur permette de commencer très vite, de se focaliser sur les écrans importants par rapport aux premières hypothèses produits qu'on veut mettre en place. Des fois, c'est faire un call de coaching avec un CTO qui a déjà une équipe de plusieurs employés pour lui donner des conseils sur sa façon de gérer. Ou, encore une fois, je ne fais pas à leur place, mais j'essaie de me mettre dans leur basket et de les aider au mieux. De parler à un client un peu récalcitrant, ou pas récalcitrant, mais pour leur montrer que les startups qu'on crée, elles sont costauds, elles mettent en place les bonnes pratiques cybersécurité, les bonnes pratiques RGPD, et qu'en choisissant nos startups, ils prennent très peu de risques sur ce côté-là. On essaye de mettre en place des process et des certifications le plus rapidement possible, à la fin de ne pas avoir de dette dans la data protection ou dans la cybersécurité. Pour nous, c'est hyper important. Et c'est beaucoup plus facile de mettre en place dès le départ que de le faire quand vous êtes 20 ou 30, où là, c'est exponentiellement plus difficile. Voilà, un peu, c'est très très varié. Hein. Ça va des fois coder un truc parce qu'il faut le faire pour le lendemain pour un client, à parler à un DSI d'une boîte du CAC 40 pour lui montrer un peu l'étendue et l'intérêt de nos outils. Les données que vous traitez, elles sont de quelle nature ? Vous avez quoi comme data ? C'est souvent des données qui peuvent être assez confidentielles. Chez MySys, c'est des données médicales. Et sinon, ça va être des données sur les employés eux-mêmes, donc qui tombent sous le coup des RGPD. Donc, on doit faire très attention. Ou des données, des fois, de process qui sont du secret industriel. Donc, ça va être... voilà, il faut qu'on fasse attention. Il faut que ce soit bien géré dès le départ. Et surtout, avec chaque nouvelle start-up, on doit apprendre un nouveau use case. C'est-à-dire, on doit devenir spécialiste sur cette donnée, sur le marché, sur l'état de l'art, qu'est-ce qui se fait dans la recherche, pour pouvoir proposer le meilleur produit possible par rapport au moment de la création de la start-up. Alors, est-ce que tu peux donner un exemple de décision business que vous avez pris grâce à la data ? Un truc très bête, en fait. Notre boulot, c'est de trouver des idées, de trouver les types de start-up qu'on peut monter. Et on avait essayé de monter certains types de start-up sur un certain type de produits. Ça ne marchait pas. Et donc, on s'est assis, on a regardé pourquoi ça ne marchait pas, pourquoi on ne savait pas faire. Et donc, on a pris la décision de se recentrer sur certains types de produits qui n'étaient pas plus faciles, mais dans lesquels on avait plus d'expertise pour pouvoir lancer. Aussi, on regarde pas mal les indicateurs de nos start-up, des fois à la semaine. Et on essaye de voir s'il y a des alertes, notamment sur certains indicateurs entre le nombre de tech versus le nombre de sales, leur burn, etc., pour pouvoir les aider et leur donner un peu des benchmarks de comment prendre mieux certaines décisions, ou du moins en prendre certaines. Dans votre activité, quels sont les principaux obstacles pour faire ce que vous faites et comment vous les avez résolus ? Dans notre activité, c'est surtout... Alors, c'est pas des obstacles, c'est des opportunités, mais c'est le matériel humain, c'est les gens avec qui on travaille. C'est comment les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir créer leur entreprise. Et surtout, quand ça ne marche pas ou quand ce n'est pas la bonne personne, leur dire rapidement quand on se rend compte et les aider à passer à autre chose. Il y a 40% des gens avec qui on commence qui, au bout de 2-3 mois, ont quitté l'aventure et on va chercher d'autres cofondateurs. Donc pour nous, c'est important de bien les évaluer, de bien les aider, de voir ce qui est possible de faire en fonction de leur profil. Et quand ça ne marche pas, on est assez honnête, mais on fait ça bien et on essaye de le faire le plus proprement possible. Donc voilà, ce n'est pas un obstacle, c'est non technique, mais... c'est surtout, voilà, on travaille beaucoup avec des gens et il faut s'adapter à chaque profil, à chaque personne et à chaque duo parce qu'on crée des duos de gens qui ne se connaissent pas finalement. Ouais. Et donc ça, c'est aussi la partie un peu marrante de créer ces binômes qui demain peut-être pourront gérer une boîte qui facture plusieurs dizaines de millions et qui fait plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. Oui, parce que tu nous as présenté l'entreprise comme un peu un fonds d'investissement, un peu un créateur de
d'entreprise, est-ce que c'est plutôt des gens qui viennent taper à la porte en disant on a un projet et on voudrait se faire accompagner, ou c'est plutôt vous qui allez chercher les gens en disant on a un projet, on cherche des gens pour l'exécuter? Si on a des gens qui viennent taper à la porte chez nous, qui nous disent on a envie d'être entrepreneur, on a telle expérience, on a été sales dans une boîte, on a été CTO ou lead dev dans une autre, mais c'est des personnes individuelles. Et après, en fonction des gens et en fonction du projet, on leur dit voilà, on a tel projet et on a telle personne en face avec qui on pense que ça matcherait. Sur la partie data, sur la partie RH, on essaye de faire très attention à qui pourrait travailler avec qui. Donc, on essaye de projeter telle personne, tel CTO avec tel CEO potentiel. On les fait se rencontrer. On essaye de travailler quelques semaines ensemble. Et quand ça marche, si au bout de 2 mois, ils continuent à travailler ensemble, généralement, c'est que ça va marcher très longtemps. C'est un peu comme un mariage. On fait des mariages arrangés entre gens qui ne se connaissent pas, mais qui ont envie d'être entrepreneurs et qui croient en notre thèse de digitalisation de l'industrie franco-européenne. Voilà. Alors, sur l'évolution du monde dans lequel vous gravitez, est-ce qu'il y a des choses qui, selon toi, seront des évidences dans 10 ans ou dans 20 ans et qui, aujourd'hui, doivent être répétées tout le temps? Écoute, je vais te sortir une maxime que j'ai appris au Mexique, NPI, qui veut dire en espagnol ni puta idea, qui veut dire j'en sais rien. Et c'est bien. En fait, le fait qu'on ne sache pas ce qui va se passer ou que le monde change tout le temps, c'est des opportunités pour s'adapter, c'est des opportunités pour avancer, c'est des opportunités pour apprendre. Donc moi, je ne cherche pas à prédire le monde, j'essaye de comprendre déjà le monde dans lequel je vis, j'essaye de m'adapter par rapport à ça. Et puis dès qu'il y a un changement, enfin on en a vécu certains les dernières années, on voit que l'humanité au global est résiliente. S'il y a des choix difficiles à faire, on est capable de les avoir. Et j'espère qu'avec tous les challenges qu'on aura dans le futur, on serait capable de les prendre. Après, au niveau de la tech, au niveau de la data, ça change tellement. Moi, j'essaye de rester à jour et d'essayer de comprendre avec mon prisme comment je pourrais utiliser certaines technologies demain dans mon quotidien ou dans les entreprises qu'on essaie de créer. Est-ce que dans votre entreprise OSS Venture, pas dans les startups, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des analyses de données poussées, qui iraient jusqu'au machine learning ou intelligence artificielle? On a commencé. Après, on a une petite problématique de temps, c'est-à-dire qu'on a une machine avec un gros GPU qui traîne dans notre studio, qui tourne et qui nous permet de lancer des petits tests. Après, on n'a rien lancé à scale. Et aujourd'hui, je pense que même l'infrastructure pour faire tourner de l'IA, ceux qui font énormément d'argent, c'est plus Nvidia, Google et Amazon, plutôt que les startups elles-mêmes. Et on voit que le seul moyen ou du moins c'est mon hypothèse, pour OpenAI d'avoir pu exploser aussi, c'est que Microsoft leur a donné je ne sais pas combien de milliards pour pouvoir faire tourner leur algorithme sur Azure. Donc il y a aussi une vraie problématique là-dessus que pour l'instant j'ai pas encore craqué, surtout quand on a une startup early stage, comment arriver à moindre coût pour arriver à prouver, entraîner des modèles et les faire tourner sans que ça coûte très très cher. Donc voilà, on a fait des tests, mais on n'a pas trouvé de use case totalement pertinent qui nous permettrait de dire si on fait ça, si on entraîne ça, on est capable d'avoir un asset que personne n'a par rapport à nos données. Mais on essaye déjà en fait d'avoir des données simples, propres, qui nous permettent de sortir nos KPI de manière automatique et pouvoir piloter notre startup avec une équipe réduite. Je t'envoie vers l'épisode de Guillaume Lample de Mistral AI qui nous parle de LLM. Ok, cool. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu peux nous partager pour nous faire gagner du temps, on va dire, nous, créateurs d'entreprises? Alors, c'est plus au global, quand vous avez des équipes ou quand vous travaillez avec des gens. Si vous avez une certaine autorité de par votre poste ou de par autre chose, juste dire il faut faire ça parce qu'il faut le faire et en étant très assertif, voire même en essayant de forcer les gens, généralement ça ne marche pas. À chaque fois que je l'ai fait sûrement de manière extrêmement maladroite et ça n'a pas bien marché. Donc, si on veut motiver une équipe, si on veut motiver des gens, il vaut mieux le faire en leur disant pourquoi on le fait, en essayant d'avoir leur input, parce qu'ils en ont sûrement des très bons. Faire évoluer tout le temps ses convictions et ses croyances grâce aux gens qu'on a aux alentours. Et si jamais on doit faire avancer un projet et que c'est dur, il faut arriver à motiver l'équipe et leur faire comprendre pourquoi on le fait et pourquoi c'est important. Donc, forcer les gens, ça marche... on le paye toujours, en fait, 2 ou 3 fois après. Ouais. Soit les gens, ils le font, mais après, ils partent. Soit ils sont juste pas contents, ils le font pas bien. Donc, voilà, c'est une erreur que j'ai pu apprendre dans les dernières années et que j'essaie de partager. Comment tu les motives, les gens? Juste leur dire pourquoi on le fait. Ouais. Pourquoi on veut le faire. Mais est-ce qu'ils sont d'accord avec pourquoi on veut le faire? C'est la mission de la boîte. En fait, le fait d'avoir des entreprises avec des missions bien définies, que c'est pas juste pour l'argent des cofondateurs, que ça va aider des gens, ça va faire avancer des choses. C'est déjà pas mal, ça c'est au niveau macro et au niveau micro, c'est quand on prend une décision sur faire avancer telle ou telle feature ou telle problématique, il faut l'expliquer pourquoi, il faut expliquer la méthodologie. Peut-être qu'on va se tromper, mais au moins on va apprendre.
Et pour nous, c'est le plus important. C'est-à-dire, il vaut mieux se tromper rapidement que être parfait au bout de 6 mois. Parce que si on se trompe rapidement 5 fois, on ira plus vite que si on ne se trompe pas et qu'on met 6 mois à faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Recommencer. J'aime bien recommencer j'aime bien la création, recruter des cofondateurs, recommencer tous les 3-4 mois, se dire tiens, aujourd'hui, si je peux faire mieux, si demain cette boîte elle fait 50 personnes et qu'elle a 10 000 utilisateurs, est-ce que je peux faire quelque chose maintenant qui va les aider ? Et puis apprendre de nouvelles choses parce qu'on rentre à chaque fois sur un nouveau sujet, une nouvelle partie du monde des usines qu'on ne connaissait pas. Et donc apprendre en permanence. Et puis après, c'est le côté, surtout quand je vois les entreprises qui ont réussi à grandir, c'est la fierté d'avoir pu apporter un petit bout, une petite pierre à l'édifice et les voir progresser, les voir grandir. Très très heureux de le voir à chaque fois. Oui, parce que tu nous avais expliqué que vous créez les entreprises, donc vous êtes là au début. Et à quel moment vous sortez ? À quel stade de... On sort pas vraiment, c'est-à-dire qu'on reste, on reste et on fait partie du board, on fait partie des investisseurs initiaux. D'accord. Après, comme chaque fonds, entre guillemets, on aura à un moment donné des stratégies d'exit, mais c'est rarement le sujet. Le sujet, c'est on a créé une boîte ensemble, vous avez de l'argent 1 ou 2 fois, et ce qu'on aime bien, c'est que s'ils ont un problème, comme on a été dans les tranchées ensemble au départ, qu'ils viennent nous voir. Et qu'ils soient honnêtes avec nous, et qu'on soit honnête avec eux, et qu'on essaye de les aider à trouver une solution s'il y a un problème. Et on ne dit pas qu'on a toujours la solution, mais on a l'avantage d'être dans un écosystème où on a beaucoup d'input, beaucoup de réseaux, et s'il y a un gros problème, on pourra les aider, et on pense qu'on aura sur pas mal de sujets, que ce soit tech, data, RH, financier, commercial, qu'on aura des inputs pour eux qui leur permettra de prendre la meilleure décision par rapport à un moment donné. Quand ça a bien marché, généralement, c'est qu'on a réussi à garder cette relation. Et je suis toujours très content de pouvoir aider mes copains CTO avec qui on a lancé les boîtes. Alors, quels sont les plus grands points de douleur dans cette activité ? Quand ça ne marche pas d'un point de vue humain, qu'il y a une personne, ça va pas le faire par rapport à ce dont nous, on a besoin. Et donc, on doit lui dire que on va arrêter de travailler ensemble. Des fois, on a travaillé pendant 1 ou 2 mois ensemble, on a créé une relation interpersonnelle forte. Mais voilà, ces moments-là, c'est jamais très simple. Mais il faut le faire. Il faut le faire pour nous, il faut le faire pour eux, parce que le plus rapidement, les gens vont le savoir, ils vont pouvoir s'organiser pour faire autre chose et peut-être lancer une boîte dans un autre contexte avec d'autres personnes. Nous, on a notre méthode, elle ne marche pas avec tout le monde, mais quand ça ne marche pas, on préfère le dire le plus rapidement possible. Oui. C'est quoi les profils humains que vous cherchez pour ce genre de poste ? Alors, moi, je regarde jamais l'école. Je regarde jamais les boîtes, rarement les boîtes dans lesquelles ils ont été, où c'est pas si important que ça. Je regarde sur la partie tech des gens qui ont déjà construit des choses, qui ont déjà déployées en production. Quand je fais mes entretiens, j'essaie de voir si c'est des gens qui sont... Je veux pas des gens qui soient dans la perfection, je veux des gens qui aient envie d'apprendre, qui soient coachables, et c'est déjà bien. Okay. Parce qu'on va ensemble apprendre des trucs, il y a des trucs qu'on va leur apporter, il y a des trucs qu'ils vont nous apporter, mais ensemble, on va devoir se mettre en mode apprentissage, à être très humble, et c'est ce genre de profil qu'on recherche. Et après, qu'ils soient forts dans ce qu'on leur demande de faire. Si on prend un CTO et qui ne sait pas coder, par exemple, ça ne va pas le faire. Il faut vouloir avoir envie d'être le premier leader technique de son entreprise, du moins pendant les 2-3 premières années. Et alors, au niveau point de douleur, si on prend un peu de recul sur le monde, le secteur manufacture sur lequel vous évoluez, où est-ce que tu dirais qu'il y a le plus de points de douleur et peut-être d'opportunités business ? Alors, il y a opportunités business pour le monde du manufacturing et pour nos startups en général. Avant, entre guillemets, le sein du sein, l'organisation, c'était nos amis de Toyota. C'est eux qui ont un peu poussé le lean manufacturing un peu partout. Maintenant, tout le monde regarde vers Tesla, qui aujourd'hui, on regarde sa valorisation boursière. C'est la somme de quasiment les 10 suivants. Ouais. Alors que dedans, vous avez des Renault, des Ford, etc. Pourquoi ils ont pris un temps d'avance ? Parce qu'ils ont eu la chance de repartir de zéro avec quelqu'un d'assez visionnaire. Alors, je ne partage pas toujours les convictions de M. Musk, mais il a fait des choses très bien. Il a réussi à pousser des équipes assez loin. Et la différence, en fait, entre eux et les autres, c'est la part de software dans leurs produits industriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la part de software qui est développée par des boîtes automobiles représente peut-être moins de 5 ou 10% le total du coût, le total du produit final. Aujourd'hui, vous rentrez dans une Tesla. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un iPad roulant. Vous pouvez installer des apps. Ils peuvent mettre à jour à distance si jamais il y a un problème de frein. La part du software dans une Tesla, c'est plus de 30 ou 40%. Et c'est ce qui fait la différence, en fait. C'est qu'aujourd'hui, comprendre que le hardware ne peut avoir son plein potentiel que s'il est augmenté par du software.
ni de software bien fait. C'est un peu la stratégie Apple, quoi. On maîtrise toute la chaîne, le hardware, le software. Apple maîtrise pas totalement le hardware, il maîtrise le design du hardware, mais il est fait ailleurs. Alors que Tesla maîtrise tout de A à Z. Par exemple, Tesla, ils ont fait eux-mêmes leur ERP. Plutôt que d'aller prendre un SAP ou quelqu'un qui aurait fait quelque chose, mais qui n'aurait pas été optimal, ils ont fait le leur. Et aujourd'hui, quand on rentre dans leur voiture, en fait, la seule chose qu'on regarde, c'est l'écran. Qu'est-ce que je peux faire avec l'écran? Comment je règle la voiture? Alors, il y a eu des bugs au démarrage, mais surtout le fait d'avoir mis Day One la possibilité de mettre à jour la voiture. Ils ont eu des problèmes de frein à un moment donné, ils ont mis à jour le software de la voiture et c'était réglé, alors que si jamais ils avaient été Toyota ou Renault, ils auraient dû rappeler 500 000 voitures. Ouais. Et en plus, ils ont repensé l'organisation de l'usine totalement. C'est-à-dire qu'au lieu de la penser de manière traditionnelle, on met des choses les unes à la suite des autres. Et ils ont dit, tiens, certaines choses, comment on va les refaire? La tôle de la voiture est faite en une fois, au lieu d'avoir des assemblages différents. Vous avez des machines qui communiquent entre elles. Tout est remonté dans des trucs de data qui permettent d'optimiser en temps réel certaines choses. Alors que pour mettre en place ça dans une usine qui a déjà été construite, avec des machines qui ne sont pas forcément prévues pour le faire, ça vous coûte très très cher. Et le gain de productivité est généralement pas terrible. Donc voilà, le futur, c'est je pense que les nouvelles usines qui vont se construire, elles doivent être pensées un peu comme des usines Tesla. Et les produits qui en sortent doivent être pensés pour doivent être augmentés par le software. Et on le voit même dans l'IT du manière générale de ces boîtes-là. D'ici 2030, la part des softwares SaaS verticalisés devrait doubler vis-à-vis de l'ERP. Du moins, c'est certaines études de nos confrères et amis de McKinsey qui le disent. Oui. C'est pas un peu dangereux quand même d'implémenter soi-même son ERP? Enfin, je veux dire, ça ressemble un peu à réinventer la roue d'une certaine façon. Je pense pas qu'ils aient tout réinventé. Je pense qu'ils ont refait la partie qui n'existait pas sur le marché et qui leur permettait d'avoir un unfair advantage. Okay. Moi, j'ai bossé sur l'implémentation de ERP pendant un peu trop longtemps dans ma vie. Et en fait, vous êtes obligé de vous payer très 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 cher pour vous adapter à un software. Et en fait, une entreprise, quelle est une de ses forces vis-à-vis du concurrent? C'est qu'elle ne marche pas pareil, c'est qu'elle a une organisation différente. Donc si tout le monde a le même ERP, au bout d'un moment, l'organisation est similaire. Et notamment, si vous voulez être innovant sur des process manufacturiers, des process industriels, vous devez avoir un software qui vous permette d'être agile. Et aujourd'hui, SAP, on ne peut pas dire que c'est un software agile, par exemple, ou la majorité des ERP. Mais peut-être que sur la partie facturation, ils ont pris un logiciel qu'ils ont connecté à leur ERP. Je n'ai pas le détail, mais je sais que sur la partie industrielle, ça a été beaucoup fait en interne. Et souvent, les coûts, en fait, si on regarde froidement les coûts, quand on a des gens compétents, refaire un software qui nous convient, ça coûte moins cher que d'implémenter la grosse Bertha avec 250 consultants qui vous disent quoi faire. Les coûts d'implémentation dans des boîtes Fortune 500 de RP, mais c'est délirant. Sur des boîtes qui font 20 ou 30 milliards de chiffre d'affaires, ça se compte en centaines de millions par an. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec 100 millions? Enfin, on en paye des gens pour faire des choses intéressantes. Alors, est-ce que le RGPD, Règlement Général sur la protection des données, est-ce que c'est un problème, ou on va dire un frein dans votre travail? Non, pour moi c'est important. C'est important que nos startups soient au courant de ces problématiques-là, qu'elles le gèrent bien. Déjà, je pense que personnellement, c'est une avancée qui a été poussée par l'Europe, alors qui a été décriée par les États-Unis parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire, et que ça leur fermait des opportunités business, mais qui pour moi est très important, le fait de pouvoir être sûr que ces données soient gérées le mieux possible. Alors la RGPD n'est pas parfaite, et nous, nos startups, on les forme là-dessus, on leur dit quoi faire très rapidement, pour que dans l'ADN, dans la culture de leur entreprise, ce soit quelque chose d'important. Donc non, pour moi c'est important. Et qu'est-ce qu'on dit à des cofondateurs rapidement pour qu'ils comprennent en gros ce qu'ils ont le droit ou pas de faire avec le RGPD? Déjà, on s'assoit avec eux et quand on crée l'outil, on dit quelles sont dans les données que vous allez avoir à gérer, quelles sont les données sensibles. Il y a un des deux qui est généralement nommé DPO et ça sera lui qui sera en charge de la politique de protection des données et qui sera le contact pour toutes les entreprises et tous les clients qu'il va avoir. Et aujourd'hui, ne pas bien le gérer ou ne pas le gérer, c'est un handicap business. C'est-à-dire que vous allez voir Danone, L'Oréal, Stellantis, c'est vos clients, et si vous leur dites non, moi la GDPR, je verrai plus tard. Ils vous disent nous aussi on verra plus tard alors pour que vous soyez notre fournisseur. Donc comme la cybersécurité, pour moi, la gestion de la protection des données est essentielle aujourd'hui pour une start-up européenne, voire même au niveau mondial, pour pouvoir être pertinent d'un point de vue business. Et c'est pas si contraignant que ça. Il faut s'asseoir, il faut écrire sa politique de données, il faut la faire évoluer. Et s'il y a des problèmes, il faut en être conscient. Et il faut, s'il y a une fuite de données, il faut la communiquer à ses clients. Il faut bien la gérer. Donc,
Pour moi, c'est pas un problème, c'est plutôt une opportunité pour des boîtes qui le gèrent bien par rapport aux autres. Parce que vous pouvez avoir 2 boîtes avec un produit équivalent, celle qui va bien gérer la RGPD et la cybersécurité va avoir beaucoup plus d'opportunités business que celle qui ne va pas le faire et qui va le dire on verra plus tard. Et rattraper, j'appelle ça des dettes. Ces dettes-là de data protection, c'est très compliqué quand vous êtes beaucoup. Oui, DPO, je dis, c'est le délégué à la protection des données, c'est un poste défini par le RGPD. Hein. Exactement, c'est la personne en charge des politiques de protection des données, exactement. Est-ce que tu as une opinion à nous partager ? Il y a beaucoup d'entreprises qui se focalisent sur mettre en place de la generative AI, faire du ML, etc. Mais généralement, ce que j'ai pu voir, c'est que le data flow donné et humain est généralement assez pauvre. On leur demande de remplir des dizaines de formulaires pour contrôler des process. On leur dit pas pourquoi on le fait, j'en reviens au pourquoi. Et généralement, on ne les aide pas à le faire, surtout dans le milieu professionnel, alors que tous les jours, ils sont incentivés par des Facebook, des Instagram, des Google, des TikTok, avec des interfaces mais extrêmement bien pensées pour eux, pour leur donner envie de partager la donnée. Et si on avait, entre guillemets, le même effort vis-à-vis des B2B software, je pense que la qualité de la donnée, elle serait bien meilleure et les gens seraient bien plus contents de travailler au jour le jour. Donc je pense qu'il y a quelque chose de vraiment important à améliorer là-dedans. Tu penses que les softwares ne sont pas assez faciles à intégrer ou est-ce qu'on ne fait pas assez l'effort d'intégrer les flots? C'est pas une question d'intégration. La question d'intégration, c'est des problématiques d'équipe IT, à savoir comment on arrive à faire parler de logiciels. C'est plutôt des problématiques du X, donc de user experience. Aujourd'hui, on n'est jamais formé. Pour utiliser TikTok ou Airbnb. Ouais. Les gens ou la SNCF, même si dernièrement ils ont fait un changement qui certaines personnes n'ont pas bien compris. Mais on n'a pas de formation. Et aujourd'hui, on est obligé, comme les logiciels professionnels ne sont pas toujours intuitifs, on fait des formations de plusieurs jours pour pouvoir rentrer une donnée dans un écran d'un ERP, alors qu'en fait, ça devrait être simple. Si vous êtes contrôleur de gestion, on n'a pas besoin de vous expliquer comment rentrer la donnée, c'est simple. On n'a pas besoin de vous former. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup de pression de la part des dirigeants pour faire en sorte de digitaliser à marche forcée certains process. Mais en face, les logiciels étaient soit pas prévus, soit ils n'étaient pas suffisamment bien pensés pour que ça se passe bien pour les utilisateurs finaux. Et généralement, en fait, les décideurs, c'est pas pour ça qu'ils choisissaient le software. Ils choisissaient parce que le copain d'à côté l'avait installé et ça faisait bien d'avoir bossé sur un projet ERP et d'avoir dépensé des millions en budget. Ouais. Il y a un côté politique, il y a un côté égo, mais on ne pensait pas forcément à pourquoi on le faisait et pour qui on le faisait. Et pour nous, c'est extrêmement important. Quand on crée un logiciel, on ne veut pas que l'implémentation prenne 3 mois et qu'il y ait 3 jours de formation ou 4 jours de formation par utilisateur. On essaye vraiment de faire attention à ça pour que la prise en main soit quasi instantanée et le plus simple possible et que les gens aient envie d'utiliser et qu'ils voient surtout pourquoi ils l'utilisent. Ça va les aider eux, ça va aider leur manager, mais ça va leur simplifier la vie et leur permettre de se focaliser sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Oui, ces outils dont les données sont souvent pas rentrées, pas utilisées, etc. Ça finit en phrase du type là, ces données-là, elles sont pas clean, essayons de voir ce qu'on peut faire avec le reste, quoi. Même si la valeur, elle est peut-être dans ces données-là. Ou alors, il y a des logiciels, des ERP, dont l'extraction de la donnée et son utilisation n'est pas simple. Aujourd'hui, généralement, vous voulez connecter à un ERP, vous êtes obligé de mettre en place des connecteurs spécifiques. C'est pas aussi simple que de se connecter à une base de données, de commencer à faire des reports. Vous avez des clauses comme quoi vous pouvez pas vous connecter directement. Enfin, ils essayent justement, c'est une façon de retenir le client. Ah non, les données sont dedans, on peut pas, c'est compliqué à sortir. Donc, généralement, les utilisateurs, ils font un extract Excel et puis ils font leur petit truc à côté. Mais voilà, ça fait beaucoup de choses qui sont inintéressantes pour tout le monde, juste pour pouvoir sortir des reportings simples. Oui, sans parler du niveau de droit d'accès ou potentiellement il suffit d'avoir une structure un petit peu profonde et celui qui gère le RP n'a pas les droits pour... Par exemple, mais il y a souvent au moins la moitié, voire un tiers du prix de l'implémentation d'un ERP qui est pour faire des reporting de business intelligence simples. Parce que on a pensé à mettre en place l'ERP, mais on n'a pas pensé à faire le reste. Ça vient souvent après. Et puis quand on change d'ERP, on est obligé de refaire les mêmes trucs. Vous avez des gens qui pendant des années font un premier projet, ils le cassent pour refaire le même projet sur une autre plateforme. Et j'ai beaucoup de collègues qui ont fait ça. C'est toujours impressionnant, tu parlais des coûts tout à l'heure, mais c'est toujours impressionnant le temps que ça met de changer de RP, de repartir. Ou n'importe quel logiciel, quand vous avez une grosse entreprise, vous dites on va mettre un logiciel au niveau mondial, c'est des projets qui sont, si c'est un grand groupe,
qui coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros. Et généralement, c'est des consultants ou des boîtes de conseil qui prennent la majorité du gain. Ouais. Bon, après, ça fait vivre beaucoup de gens, hein, donc je ne vais pas critiquer, mais je trouve que le ratio effort-récompense est souvent pas extraordinaire. Alors, si c'était à refaire ton passage de CTO chez OSS Venture jusque-là, qu'est-ce que tu referais différemment ? J'ai pu être un peu fermé sur le type de techno qu'on devait utiliser. J'ai un peu forcé certains trucs, je le serais un peu moins. Ça nous aurait permis d'emmagasiner un peu moins de techniques sur certaines boîtes et ça aurait pu permettre d'aller un peu plus vite. Donc c'est une erreur que j'ai commise et que maintenant j'essaye de ne plus commettre. J'aurais fait certaines boîtes un peu différemment d'un point de vue technologique, mais bon, l'avantage, et c'est l'avantage que j'ai par rapport à beaucoup de mes confrères, c'est que moi, tous les 3 mois, je peux me remettre vraiment en question et dire tiens, aujourd'hui je recommence de zéro, qu'est-ce que je change ? Alors, c'est le point un peu que j'aurais pu évoluer plus vite dessus. Ouais. Et alors du coup, quelqu'un qui crée une boîte chez OSS Venture et qui va avoir on va dire de la data à traiter, quels sont les conseils que tu peux lui donner ? On est beaucoup plus ouvert sur les types de bases de données, par exemple. On est tombé assez amoureux des bases de données graphes dernièrement. Je trouve que c'est vraiment puissant de pouvoir décorréler la partie relationnelle de la partie data. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Ça permet, dans certains cas, de simplifier des requêtes qui auraient pris 50 lignes en SQL et qui en prennent une en Cypher. On utilise beaucoup Neo4j. Donc, en gros, un des conseils qu'on leur donne, c'est par rapport au type de data que vous allez gérer. Maintenant, on a une assez bonne vision et on va vous conseiller la bonne base de données qui vous permettre de le faire at scale sans que ça vous coûte très très cher. Parce qu'au début, il y a aussi très important d'avoir une maîtrise de coût. J'essaie de faire en sorte que mes startups ne soient pas hooked sur les crédits des cloud providers. Ouais. Parce que, en fait, d'un point de vue financier, nos amis, les fonds d'investissement, regardent beaucoup la marge brute et le coût des serveurs fait partie de la marge brute. Donc, si vous vous ramenez 1 000 euros par mois, mais que vous payez 5 000 euros de serveur, c'est qu'il y a un petit problème dans l'équation économique. Donc, on a des avis assez forts là-dessus, mais donc, toujours ouvert à la discussion. Toujours, l'idée, c'est d'avancer et de continuer d'aller plus vite à chaque fois. Ouais. Mais voilà, la bonne surprise, c'est les bases de données graphes qui sont quand même vraiment puissantes dans la flexibilité de modéliser des données. Alors, c'est pas parfait pour tout, mais dans pas mal de cas, notamment quand vous avez des structures un peu dynamiques à gérer, c'est assez puissant et assez rapide. Tu aurais un exemple de cas d'usage de ces bases de données graphes qui t'a particulièrement convaincu ? Ouais, on a monté un ERP no-code qui s'appelle Bonks. Superbe boîte qui fait un ERP pour les ETI et les PME. Et on a mis en place la base de données graphes parce que une des hypothèses business qu'on s'était dit, le problème de l'implémentation d'un ERP, c'est qu'on doit toujours demander à l'entreprise de s'adapter à ce que l'ERP est capable de faire. Et là, on a dit on va faire l'inverse. On va vous demander quels sont vos process aujourd'hui, quel type de données vous gérez, lesquelles vous voulez mettre dans l'ERP. Et on va les modéliser au fur et à mesure avec vous. Et on va les lier ensemble au fur et à mesure avec vous. Et en plus, on va rajouter des formules, des règles, des process qu'on va faire en no-code qui vont permettre en quelques semaines d'implémenter un ERP. Et donc, sans base de données graphes, impossible à faire. Ou alors, on aurait tordu une base de données PostgreSQL dans tous les sens pour essayer de faire marcher le truc. Ouais. Et on n'aurait pas eu forcément une performance dans les requêtes qui aurait permis de monter un outil intéressant et performant. Deuxième cas d'usage qu'on est en train de construire maintenant, c'est une entreprise qui s'appelle Cognix et qui modélise les données techniques industrielles de produits. Et pareil, sans base de données graphes, avec des relations dans tous les sens, ça aurait été quasiment impossible à faire. Donc voilà. Mais par contre, on ne l'utilise pas partout dans l'application. On l'utilise pour les données plus de settings, de user. On utilise des bases de données traditionnelles, documentaires ou SGBD, qui marchent très bien aujourd'hui sur des cas comme ça. Mais on peut être déjà très rapidement avoir sur une même application 2 bases de données en fonction du cas d'usage. Et il ne faut pas se l'interdire. Alors, c'est quoi le futur de la data chez OSS Venture ? Le futur de la data, d'un point de vue fond, nous, c'est pouvoir détecter le plus rapidement possible avec les datas qu'on récolte quand il y a un problème dans une entreprise. On parle tout le temps soit de nos cofondateurs, soit de nos entreprises pour essayer de les aider ou pour essayer de comprendre le moment dans lequel ils sont et essayer de les aider au mieux. Donc, pour moi, le futur de la data, c'est mettre des alertes automatiques, dire tiens, c'est bizarre, sur cette boîte, on a tel ratio qui ne va pas, allons creuser, faisons un call. Et un autre truc qu'on fait, c'est que toute interaction avec des boîtes qui sont de nos portfolios sont loguées dans un système. Et ça permet déjà de savoir combien de temps on y passe, mais surtout de pouvoir partager en interne les différents échanges qu'on va avoir avec les différentes startups. Parce que l'idée, c'est que sans être présent à toutes les réunions, les collaborateurs de OSS Venture puissent intervenir en ayant suffisamment de contexte
si jamais il y a un besoin précis en RH, en commercial, en tech, en produit ou juste en finance. Ok, bon courage, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour l'échange. Vous venez d'entendre Quentin Dubois, CTO d'OSS Venture sur Data Driven 101. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Hugo Palmer, manager data chez Blablacar, pour nous parler de data et de covoiturage. À très vite.